Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Je pense Bonjour. qu'il est inutile de vous présenter longuement. Vous êtes une des figures emblématiques de la gauche, plus précisément de la gauche républicaine. Je crois que le qualificatif est important. Fondateur du CRS il y a maintenant plus de 40 ans, vous avez aidé François Mitterrand à mettre la main, si l'on peut dire, sur le PS en 1971 au fameux congrès d'Épinay. Un François Mitterrand avec lequel vous avez entretenu une relation, je crois, très particulière. Un mélange d'affection, de distanciation, de lucidité et de divergence. Je crois que vous admiriez cet être ô combien complexe qu'était François Mitterrand. Je crois qu'il vous le rendait bien, il vous respectait et il vous aimait bien. D'ailleurs, c'est ce qui explique peut-être qu'il vous ait repris après plusieurs démissions. Et tout cela, vous l'évoquez dans votre dernier livre, un livre passionnant, La France est-elle finie ? Bien évidemment, la réponse est non. Mais à travers ce livre, ce sont 40 ans de l'histoire de la France qui défilent, 40 ans du rapport de la France à l'Allemagne, du rapport de la France à l'Europe, du rapport de la France au monde. Alors il y a au début de l'ouvrage une phrase qui, je pense, résume la divergence de fond entre François Mitterrand et vous. Divergence ô combien toujours d'actualité. Cette phrase remonte à 1979, lorsque François Mitterrand vous dit, et je cite, « Entre nous, il n'y a qu'une seule différence. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, à notre époque, la France puisse faire autre chose, hélas, que passer à travers les gouttes. » Alors, que voulait-il dire par cela? Ça se passait juste avant le congrès de Metz, où il allait avoir besoin de l'appui du CRS, dont j'étais le principal animateur. Et ça se passe chez lui, il me reçoit très amicalement, et en me raccompagnant, il me met la main sur l'épaule, et il me dit, voyez-vous Jean-Pierre, il n'y a finalement qu'une chose qui nous sépare, parce que nous sommes d'accord sur tout. Cette chose qui nous sépare, c'est que je ne crois pas, pour ce qui me concerne, que malheureusement, à notre époque, la France puisse faire autre chose que passer à travers les gouttes. Et sur le moment, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, mais je la note, ce qui m'arrive très rarement, sur un petit carnet, un petit cahier. Et voilà ce que m'a dit aujourd'hui François Mitterrand. Ça veut dire quoi? Pour moi, évidemment, la France devait faire autre chose que passer à travers les gouttes, car ce que nous étions en train de faire, construire une alternative de gauche au pouvoir de Giscard d'Estaing, c'était redonner à la France une perspective, un espace, et je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. C'est peut-être une allusion à 1940, non? La défaite de la France en 40? Je pense que François Mitterrand a été sûrement marqué par la Première Guerre mondiale. Il est né en 1916, par l'entre-deux-guerres et par l'effondrement de juin 1940. Donc cette histoire, naturellement, elle lui pèse. Et elle fait partie de ce grand doute que la France éprouve sur elle-même, que le général de Gaulle avait cherché à effacer, mais qui a repris le dessus à partir des années 1970. C'est un pays qui, au fond, doute de lui-même et dont le dernier projet va être celui que lui donne François Mitterrand. C'est le projet européen, au sens où c'est un projet qui est un pari sur l'au-delà des nations. Pari pascalien, vous dites. Pari pascalien, puisque, comme Pascal dit aux non-croyants, Dieu est, ou bien n'est pas, mais de toute façon vous êtes embarqués. Vous devez parier. Et si vous pariez sur Dieu, vous gagnez tout. Une infinité de vies infiniment heureuses. Et vous ne perdez finalement rien du tout. De la même manière, François Mitterrand dit, écoutez, par rapport aux nations telles que les deux guerres mondiales du XXe siècle ont étalé leur misère, eh bien, le choix de l'Europe et le pari de l'Europe, ce pari sur l'au-delà des nations, vous assurera une Europe qui vous protège, qui vous garantira la prospérité, le plein emploi. C'est donc la paix, bien sûr, la paix. On commence par la paix, ce qui est totalement inexact, puisque la paix vient de l'équilibre entre les deux superpuissances et nullement de l'Europe, après 1945. Donc, c'est cette perspective quasi eschatologique que François Mitterrand fait, et il la soumet au peuple français, c'est le référendum sur le traité de Maastricht. Alors là, vous avez des mots très durs, même sur Jacques Delors et la négociation du traité de Maastricht.
vous estimez que, notamment sur l'idée de monnaie commune qui deviendra la monnaie unique, on a tout lâché à l'Allemagne. C'est-à-dire que Jacques Delors, qui avait pris la tête du groupe des gouverneurs, il l'avait suggéré lui-même, a laissé au gouverneur de la Banque centrale allemande, Karl Otto Pöhl, le soin de tenir la plume. Ce qui fait qu'on a récolté un projet de monnaie unique qui correspondait à ce que voulaient les Allemands, un Mark bis, avec une banque centrale indépendante, un seul objectif, la lutte contre l'inflation, aucune préoccupation de la croissance, du plein emploi, et c'est ce projet qui est adopté par le Conseil européen de Madrid en juin 1989, 4 mois avant la chute du mur. Et après la chute du mur, François Mitterrand va imposer ce que les Allemands avaient toujours refusé, c'est-à-dire un calendrier à la monnaie unique, et finalement la monnaie unique entrera en vigueur en 99-2002, mais ça c'est ce que Mitterrand impose à Kohl en contrepartie de l'acquiescement à la réunification allemande. Et François Mitterrand ne pouvait sans doute pas s'y opposer. Il ne pouvait pas faire autrement, mais pour apporter son appui à Kohl, il a voulu que la monnaie unique soit en quelque sorte consignée dans un traité avec un calendrier prévu. Et finalement, c'est ce qui a conduit à cette monnaie unique qui se fait, je dirais, au mépris des réalités nationales, puisque dans la zone euro, il y a 17 pays aujourd'hui, chaque pays ayant sa structure économique, industrielle ou pas industrielle, chaque pays ayant sa culture, ses repères, sa façon d'être, ses politiques. Et au lieu que l'euro rapproche les pays, on va voir au contraire se creuser les divergences, et il faut le dire aussi, en partie du fait de l'Allemagne, puisque l'Allemagne, à partir de 2000, mène une politique de déflation salariale, tandis que d'autres laissent partir leurs coûts. Oui. La France dans la moyenne des autres, mais certains pays comme la Grèce, beaucoup plus. Donc à la fin, on se retrouve avec des écarts de taux qui empêchent la monnaie unique d'apparaître comme une perspective stable, crédible. Mais on reviendra peut-être sur l'euro tout à l'heure, et notamment sur ce qu'on peut faire de l'euro aujourd'hui. Mais à un moment donné, vous expliquez que l'Europe nous a peut-être appris à penser le marché, mais en même temps, elle a paradoxalement suscité un provincialisme européen sur le mode suisse. Et en ce qui concerne la France, vous expliquez que la France, de par son empire colonial, avait l'habitude de penser mondial et national. Et que le fait de la pousser à se dissoudre dans l'ensemble européen a fait qu'elle n'a plus pensé national, ni même mondial. Oui, je pense que quand François Mitterrand a dit « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir », il dit quelque chose qui pouvait se dire à l'envers. La France est notre passé, l'Europe sera notre patrie. D'ailleurs, j'ai entendu un enregistrement récemment où François Mitterrand dit que nous aurons deux patries, la nôtre et puis l'Europe. Mais je pense que d'une certaine manière, l'Europe est devenue le véritable horizon. On a oublié de penser à l'intérêt national. Je connais la plupart des dirigeants politiques que je connais ne se déterminent plus à l'aune de l'intérêt national. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays. Ce qui n'est pas forcément le cas dans notamment les autres pays. Allemagne. Mais en France, j'ai vu des décisions se prendre en anticipation de ce qu'allait être telle ou telle directive de la Commission. Et indépendamment de l'intérêt national qui n'apparaît plus. On pourrait prendre par exemple la directive de 2007 sur le rapprochement des bourses, la concurrence des bourses qui fait que Euronext va mettre ses serveurs à Londres, après d'ailleurs avoir fusionné avec le Stock Exchange de New York. De toute façon, dans quelques années, il n'y aura plus de marché réglementé, puisque ce sont les dark pools, c'est-à-dire les marchés non réglementés qui vont dominer. C'est bien possible. Oui. C'est bien possible. Enfin, je constate simplement que nous avons désappris à penser national, alors que d'autres ne l'auront pas fait. Et l'Allemagne, par exemple, a aujourd'hui un projet national. Elle s'est non seulement réunifiée, mais elle a reconstitué son hinterland en Europe centrale. Et elle a un projet vers l'Est, en Russie, en Ukraine. Un projet mondial. Et même, je dirais, sur les marchés chinois, indiens, brésiliens. C'est un projet qui est celui des industriels allemands. C'est un projet qui, à mon avis, n'est pas complet,
ou plus exactement comporte des lacunes, parce que l'Allemagne est un pays vieillissant, mais il cherche, je dirais, dans la technologie, le moyen de compenser les effets du vieillissement. C'est un projet qui n'inclut pas la dimension de défense, ni une vraie dimension de politique étrangère. Ils sont entre les États-Unis et la Russie, mais selon ce que deviendront les rapports entre la Russie et les États-Unis, ils peuvent se trouver en porte-à-faux. Et puis surtout, les pays émergents les concurrenceront sur les niches où ils se situent aujourd'hui. Donc le projet allemand n'est pas un projet, je dirais, complet. Et si pour la eux France, et pour nous. Alors si la France se met à la remorque de ce projet, nous nous confondons dans une sorte de magma sans véritable tête. Et nous allons vers une Europe qui sera marginalisée dans le monde de demain entre la Chine, puissance montante, et l'hyperpuissance d'hier, les États-Unis, grande puissance, qui déclinera encore longtemps, mais nous sommes pris en étau. Qui mettra longtemps à décliner. Oui, qui mettra longtemps à décliner, complètement, mais qui décline déjà, on le voit, avec l'enlisement américain au Moyen-Orient. Donc, je pense que cette situation, nous la vivons déjà. L'Europe est entre les tenailles du G2, et la question qui se pose, c'est comment est-ce que l'Europe peut redevenir un pôle dans le monde multipolaire de demain? Alors, comment? Ça dépend évidemment de l'Allemagne, ça dépend des évolutions de l'euro. Alors, un mot sur l'euro, parce que ce qui m'a frappé, c'est vous avez voté non à Maastricht, bien sûr, vous étiez opposé à la monnaie unique, vous l'êtes toujours sur le principe, mais vous constatez qu'elle existe. Voilà. Oui, j'étais opposé parce que l'abandon de notre souveraineté monétaire, sans qu'il y ait aucune contrepartie du point de vue de la responsabilité, reste une hérésie. Et bon, on voit bien que cette zone euro est une zone très hétérogène. Est-ce qu'elle peut durer? Je ne le crois pas. Car, telles que les règles en ont été définies. À ce moment-là, il faut changer les règles. Ou alors, où elle éclate, ou il faut changer. Alors voilà le dilemme. Il est soit on change les règles, on donne à la Banque centrale, par exemple, la possibilité de racheter les titres de dette publique des États menacés par la spéculation. Ce qu'elle a fait un peu, mais pas beaucoup par rapport au Federal Reserve Board américain, qui fait tourner la planche à billets jusqu'à 600 milliards, une deuxième fois. Même beaucoup plus. Hein, oui. Et même beaucoup plus. Donc on voit que les 60 milliards rachetés par la Banque Centrale Européenne en 2010, c'est quand même pas grand-chose. Et on pourrait imaginer aussi le doublement du fonds de garantie financière, de stabilisation financière, mais les Allemands y sont très réticents. Et de toute façon, ce qu'il faudrait, c'est, à mon avis, donner à la zone euro une perspective de croissance qu'aujourd'hui elle n'a pas. L'Allemagne impose des plans de rigueur, au nom de la stabilité, nous conduit vers une nouvelle récession, alors qu'il y aurait place, selon moi, pour une initiative européenne de croissance coordonnée avec la politique américaine. Est-ce que l'on pourrait, il y a des idées d'émettre des eurobonds par un organisme ou la Banque européenne d'investissement, voire la BCE, qui pourrait financer à ce moment-là, ces eurobonds, les dépenses d'infrastructures. Car le problème de l'Europe, c'est qu'effectivement, on a un problème de dette qu'il faut résoudre. On ne peut pas continuer à faire de l'endettement comme on le fait, et en même temps, on n'investit pas pour le futur. Donc, comment réussir effectivement à résorber les déficits, car c'est nécessaire, on ne peut pas vivre en déficit permanent, et en même temps, investir pour l'avenir. Alors, les eurobonds, dans une première définition, ont pour but de se substituer aux titres de dette émis par des États périphériques, ou non périphériques d'ailleurs. Hein. Les Allemands n'en veulent pas. L'idée des eurobonds finançant des infrastructures ou des projets de recherche, c'est une idée à laquelle ils sont réticents, mais je ne pense pas qu'ils aient définitivement dit non. On peut imaginer des eurobonds qui permettraient de financer des politiques de recherche et d'innovation ou des politiques d'infrastructure à l'échelle européenne. Mais pour le moment, je dirais, nous nous heurtons aux orientations de la politique de Mme Merkel, qui ne veut pas de cela. Et ce que nous voyons, c'est une France qui se met quand même à la remorque des positions allemandes et qui, compte tenu du fait que l'euro est une monnaie encore très surévaluée,
nous donne comme perspective d'être une sorte de parc d'attraction à l'ouest de l'Europe, un pays essentiellement agricole et touristique. C'était le vieux projet de Hitler, ça. Oh, je ne sais pas s'il avait formulé ça de manière explicite, mais dans les faits, la zone de repos du guerrier allemand. C'était un peu la manière dont les choses se passaient. Alors, je ne dirais pas que c'est la même chose aujourd'hui. Évidemment, nous sommes dans un contexte tout à fait différent. Il ne faut pas prêter aux Allemands des intentions qu'ils n'ont certainement pas. La politique allemande est dominée par ses industriels. Elle a une vision de compétitivité à l'échelle mondiale, mais en même temps, elle est engluée en Europe, où elle réalise 60% de ses excédents dans la zone euro. Mais vous connaissez bien l'Allemagne, très bien. Vous en parlez d'ailleurs longuement. Que veulent les Allemands réellement aujourd'hui? Je crois qu'ils sont très divisés. En fait, les syndicats, la gauche allemande, on peut dire, sont assez sur une ligne de croissance et de rupture avec cette politique. C'est nouveau parce que le SPD a souvent surenchéri dans la culture de stabilité. C'est Gerhard Schröder qui a fait les plans. Gerhard Schröder, Steinmeier, ministre des Finances, son nom m'échappe, Peter... Schäuble. Schäuble, c'est l'actuel ministre des Finances. Mais ils sont tous sur une ligne culture de la stabilité. Mais je crois que le SPD actuel de Sigmar Gabriel est sur une position différente. Je ne parle pas de Die Linke, et même une partie des Verts, au sein de la CDU. La CDU est complexe, hein, elle n'est pas monolithique. Je pense que la contradiction allemande, elle est entre le projet mondial de ces industriels et d'autre part l'enracinement européen qu'ont voulu des chanceliers aussi différents que Adenauer, Schmitt, Kohl. Alors je dirais la rupture, elle est avec Schröder et Merkel, qui sont des chanceliers nés après la guerre. Merkel est née à Hambourg, mais enfin, elle a passé son enfance en Allemagne de l'Est, donc ils sont beaucoup moins rénants, si je puis dire, et ils n'ont pas cette idée d'une entité politique. Et n'oubliez jamais que l'Europe, elle a été conçue par Jean Monnet comme un marché, et jamais comme une entité réellement politique, avec une haute autorité ou une commission qui va créer les conditions d'un grand marché. Mais c'est un projet fondamentalement économiciste. Et nous assistons aujourd'hui à la crise de l'économicisme, qu'il s'agisse de la monnaie unique, qui reposait aussi sur un schéma purement économiciste, ou alors la crise, je dirais, d'un modèle européen où les pays suivent des cours très différents, où les différences se creusent à l'intérieur de l'Europe entre les pays qui sont des ateliers industriels, notamment l'Allemagne, et les pays du Sud, qui éprouvent de plus en plus de difficultés à tenir le choc. Pour l'euro, vous dites que l'euro existe, on continue. Mais si jamais l'euro éclate, à ce moment-là, on ne peut pas accepter de rester dans un face-à-face avec l'Allemagne. Je pense que la pire hypothèse serait que, après le Portugal, l'Espagne soit obligée de retrouver sa liberté monétaire, parce qu'elle ne pourrait plus faire autrement, parce qu'aucun pays ne peut durablement emprunter à 7% sur les marchés financiers. Donc il arrive un moment où il constate que c'est plus possible. Donc l'Espagne se retirerait, l'Italie pourrait suivre, et à ce moment-là, si nous restions coincés avec l'Allemagne dans un noyau dur, tel que le concevaient M. Schäuble et M. Lamers quand ils sont venus nous vendre ce projet en 1994, alors là, notre industrie disparaîtrait. Morte, oui. Elle serait, parce que l'Espagne et l'Italie redeviendraient compétitives, il y aurait l'équivalent de la dévaluation compétitive que ces pays ont faite en 1992, et puis nous serions, nous, dans une zone d'euro surévaluée, encore plus surévaluée qu'il ne l'était actuellement, donc asphyxiante pour notre économie. Donc le discours à tenir à l'Allemagne, c'est l'euro continue à 17, si jamais il y en a qui sortent, à ce moment-là, la zone éclate. À ce moment-là, et nous sortons aussi. Et nous sortons aussi, et nous n'allons pas avec vous. Et nous n'allons pas avec vous, ne comptez pas sur nous pour faire un noyau dur. Ne comptez pas sur nous pour aller dans le sens du projet Schäuble-Lamers. Ce n'est pas notre intérêt vital, c'est la fin de ce qui nous reste d'industrie.
Je rappelle 13% aujourd'hui contre près de 30% en 1982. L'Allemagne est toujours à 30%. Donc nous ne pouvons pas accepter cette perspective. Et il faut le dire très clairement, si nous ne voulons pas nous mettre à la remorque, coller toujours aux positions allemandes, coercitives quand il s'agit de la discipline à respecter, et sans autre perspective que cette culture de stabilité qui les arrange, parce qu'ils ont les monopoles techniques, les niches technologiques, que nous n'avons pas. Alors, vous parlez d'une république européenne, hein, on se projette dans l'avenir européen, et c'est une république, en quelque sorte, avec une confédération d'États-nations. Oui, je pense que la grande erreur a été d'ignorer la réalité des nations. Les nations viennent de très loin dans l'histoire, elles ne peuvent pas disparaître, elles ont toujours leur existence, leur politique, sauf peut-être la France. Mais d'autres pays restent des réalités nationales puissantes, pas seulement l'Allemagne. L'Espagne a effectué son rattrapage, en grande partie, même si elle traverse une crise. L'Italie l'avait fait avant elle. Donc il faut partir de ce qu'est l'Europe. Une trentaine de nations. Il y a quelques grands pays. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. Le pouvoir n'est pas à la Commission, il est au Conseil européen. Oui. Alors, à mon avis, on évolue vers cette situation où on voit bien que la Commission ne peut plus être ce que Jean Monnet voulait, c'est-à-dire le lieu où se définissait l'intérêt général européen. C'est une vision totalement républicaine. C'est absurde même comme idée. Mais ça, c'est plus possible. Donc on voit que le Conseil européen est le lieu de la décision, et je pense que si nous voulons raisonner par emboîtement de projets nationaux pour faire un projet européen à géométrie variable, il faut aussi penser nos rapports avec la Russie, parce que je pense que ça peut être un grand projet européen, et penser nos rapports avec l'euro-méditerranée, parce que ce qui se passe là-bas nous montre clairement que si ça devait craquer, si on avait un régime islamiste quelque part sur le sud de la Méditerranée, ce serait très déstabilisateur pour toute l'Europe. Je dis bien toute l'Europe. Donc il faut aussi réévaluer cette dimension et par conséquent concevoir un projet européen New Look pour le XXIe siècle avec les nations, pas contre elles, à géométrie variable, mais avec cette idée que je crois juste, c'est que les pays européens auront des intérêts nationaux qui tendront à se rapprocher et même à se superposer de plus en plus étroitement dans les décennies à venir. Donc, entre le pôle asiatique dominé par la Chine et le pôle américain, construisons un pôle européen, mais en voyant large, vers l'Est et vers le Sud. Et avec pragmatisme. Et avec pragmatisme, la géométrie variable, c'est très pragmatique. Et puis, laissons... et sur les traités, notamment, vous avez un passage où vous expliquez que les traités, vaut mieux pas faire des grandes messes, mais on s'arrange avec les traités. Mais François Mitterrand disait, les institutions, pour l'avenir, ils pourvoiront. Et il y avait une certaine intuition, parce que, par exemple, les traités prohibent formellement la solidarité financière entre États. Or, qu'est-ce que nous avons fait avec le Fonds de stabilisation financière? Exactement. Nous avons créé un mécanisme de solidarité, sans effacer complètement le principe de la responsabilité des États. Et moi, je suis d'accord, d'ailleurs, la position allemande n'est pas totalement illégitime. Mais il faut pondérer solidarité et responsabilité. Autre point, la Banque centrale ne devait faire aucune avance à aucun État. C'est formellement interdit. Voilà. Elle a commencé à en faire. Il faudrait essayer de faire en sorte qu'à M. Trichet ne succède pas M. Axel Weber. Oui. Parce que M. Axel Weber n'est pas du tout sur cette ligne-là. Mais j'observe que les traités bougent. On a voulu, à travers le traité de Lisbonne, créer, par exemple, un président stable. Et on a mis en place, un président stable, M. Van Rompuy, je le respecte. Mais il fait ce qu'il peut faire, c'est-à-dire être un facilitateur. Mais un facilitateur entre M. Sarkozy, Mme Merkel, M. Berlusconi... Quand il y a la crise de l'euro, Obama appelle Sarkozy et Merkel. Exactement. Et pas Van Rompuy. Exactement. Donc on va, qu'on le veuille ou non, vers cette Europe des nations. Donc je n'ai pas besoin, je dirais, de m'égosiller perpétuellement. Finalement, la réalité prend sa revanche. Elle réapparaît. Et ceux qui ont voulu l'ignorer et bâtir une Europe fédérale sans consistance, sans aucune
probabilité qu'elle advienne jamais. Ceux qui font, comme je l'écris, ceux qui veulent faire voler les coccygrus, ces animaux à 1000 pattes qui sont très haut dans le ciel et que personne n'a jamais vu de près, eh bien, tout cela, ils vont se casser la figure. Alors, pour organiser la résilience de l'Europe et tendre vers une Europe des nations qui progressivement s'intègre, mais à horizon d'une ou deux générations, il faut que la France, effectivement, résolve son problème de dépression nerveuse, de manque de confiance en elle, et deux, est un vrai programme de rebond. Exactement, c'est le problème de la France, elle n'a plus de projet. Et son dernier projet, ça a été le projet européen tel qu'il a été conçu par François Mitterrand. Je ne conteste pas le bien fondé de créer un pôle européen. De Gaulle parlait d'Europe européenne. Ça, je crois que c'est juste. Mais les modalités qui ont été choisies, notamment la monnaie unique, ou alors la PESC, tout ça, ça ne marche pas du tout. Donc il faut repenser ça. Et on le repense. Regardez ce que nous faisons en matière de défense avec la Grande-Bretagne. Oui, parce que l'Allemagne ne veut pas de politique européenne de défense. Et comme les budgets de défense des autres pays européens sont inférieurs à 1%, on ne peut rien faire. Donc on a réintégré l'OTAN sous prétexte de favoriser une politique européenne de défense, mais ça ne marche pas. Donc il faut revenir aux réalités, car on ne peut pas faire de politique en dehors des réalités. Et il faut que la France elle-même reprenne conscience d'elle-même, sache où elle est, ce qu'elle veut, trouve un nouveau mode d'emploi des institutions européennes. Les institutions européennes sont faites pour que nous fassions passer à travers elles notre idée, qui n'est pas seulement une idée française, qui est une idée européenne au bon sens du terme, une idée non pas d'Europe vassale, mais d'Europe européenne, d'Europe autonome entre les autres grands pôles qui feront le monde de demain. Et vous avez un triptyque, vous expliquez dans le livre, c'est éducation, recherche et politique industrielle. Alors, je remarque d'ailleurs que c'est les trois thèmes du discours sur l'état de l'Union d'Obama. Voilà, c'est exactement ça. Éducation, former les jeunes générations, investir massivement dans la recherche et l'innovation et redévelopper une politique industrielle. Voilà. C'est le fond de l'affaire. La base industrielle de la France se rétrécit, oui. Et on ne peut pas maintenir un modèle social, quel qu'il soit, sur une base industrielle qui tend à disparaître. Donc il faut réindustrialiser notre pays. Il faut le faire à travers les nouvelles technologies, à travers la recherche, à travers ses applications. Il faut changer l'état d'esprit qui existe entre recherche publique et recherche privée. Il faut rapprocher la recherche et l'industrie. Il faut dynamiser notre tissu industriel en mobilisant nos grands groupes, qui sont un des rares atouts de la France. C'est un sujet que Xerfi connaît bien. J'ai apprécié d'ailleurs le numéro que vous y avez consacré, bien que je considère que la logique de beaucoup de ces grands groupes soit la création de la valeur pour l'actionnaire, très éloignée du souci de l'intérêt national, qui est quand même la domiciliation, au moins sur le territoire national, des sièges sociaux, de la recherche et d'une partie non négligeable de l'appareil productif. Et un peu d'impôts. Et un peu d'impôts. Donc tout ça, ça doit se discuter. Mais je dirais qu'il y a une synergie positive. Et je pense qu'une discussion franche et allant au fond des choses ferait apparaître une réelle convergence d'intérêts entre nos grands groupes et l'intérêt de la France comme entité qui doit demeurer au XXIe siècle parce qu'elle est le seul élément qui permette d'équilibrer l'Europe, d'équilibrer l'Allemagne, dans l'intérêt de l'Allemagne elle-même, je dis bien, pour sauver la France, il faut aussi sauver l'Allemagne, qui d'une certaine manière a nié son passé, ne veut plus le connaître, et comme le dit un de ses écrivains modernes, un de ses essayistes modernes, Peter Sloterdijk, a voulu simplement épouser la culture des vainqueurs, c'est-à-dire la culture américaine. Or, si on veut que l'Europe existe par elle-même, elle doit le faire à travers toutes ces nations, toutes ces cultures, y compris bien sûr la culture allemande, qui est une immense culture. Jean-Pierre Chevènement, merci.